Mon mari a acheté un appartement secret pour sa maîtresse, mais j'étais déjà à l'intérieur en train d'attendre. Je n'aurais jamais pensé être le genre de femme à planifier une embuscade pour son propre mari. Pourtant, cette nuit-là, j'étais assise tranquillement dans un appartement de luxe à Tribeca, au 18e étage, regardant les lumières de la ville scintiller au loin, ma main reposant légèrement sur une pile de documents étalés sur la table en verre. L'endroit sentait encore la peinture fraîche et le bois de noyer coûteux. Une bouteille de vin de la Napa Valley entamée se trouvait sur l'étagère du bar, le genre que mon mari qualifiait des « indulgences inutiles », chaque fois que je suggérais d'en acheter une pour un anniversaire. J'avais tout découvert 3 jours plus tôt, d'une manière qui me donne encore des frissons. En cherchant les déclarations de revenus de l'année dernière avant de rencontrer notre comptable, j'ai fouillé dans le coffre-fort et trouvé une enveloppe inhabituellement épaisse sans étiquette. À l'intérieur se trouvaient des contrats légaux pour une société à responsabilité limitée appelée Cedar 41 Holdings, rien de trop inhabituel, jusqu'à ce que je remarque l'adresse qui y était associée, un appartement dans le complexe haut de gamme Hudson View. Jason avait un jour plaisanté en disant que c'était là que les blanchisseurs d'argent achetaient des propriétés. Mes mains tremblaient en lisant le relevé de transfert, plus de 280 000 $ retirés de notre compte d'investissement joint, celui-là même que nous avions constitué pour prendre notre retraite à Charleston. Une petite clé en acier, étiquetée « Rangement bureau », glissa d'entre les documents. Seulement, il n'y avait pas une seule pièce de rangement dans la clinique de Jason qui utilisait ce genre de clé rectangulaire. Je le saurais, j'avais conçu l'agencement moi-même quand il avait ouvert l'endroit pour la première fois. Je suis restée silencieuse, pas de larmes, pas de confrontation et juste un plan. Au lieu de cela, j'ai passé les 3 jours suivants à découvrir tout ce que j'avais besoin de savoir. Jason avait un dîner avec un client prévu pour le samedi soir. C'était sur le calendrier partagé, il aimait tout synchroniser pour que je n'ai jamais à deviner. J'ai juste souri. Dernièrement, ces dîners étaient devenus fréquents, étrangement fréquents, et les clients n'avaient jamais de nom. J'ai pris un Uber, transportant un simple sac fourre-tout. À l'intérieur se trouvaient des copies du contrat d'achat de l'appartement, des documents de virement bancaire et des messages imprimés que j'avais récupérés du compte iCloud dont il avait oublié de se déconnecter sur son vieil iPad. Rien de choquant dans les textos, des émojis cœurs, des conversations à 1 h du matin, et la promesse, plus que quelques semaines. Je suis arrivé avant le coucher du soleil. Le portier ne m'a pas posé de questions quand j'ai scanné la carte clé. Jason n'avait pas seulement utilisé notre argent pour acheter un nid d'amour, il avait même enregistré la société à responsabilité limitée avec notre adresse personnelle pour le courrier. À l'intérieur, tout était neuf, parfait, un canapé en cuir italien marron brillant, des lustres en verre scandinave, et un jeu de drap frais qui sentait encore la lessive. Je me suis assise et j'ai étalé chaque pièce à conviction, documents, photos, relevés de compte, messages. Sous chaque page se trouvait une année où j'avais soutenu Jason, quand il était au chômage, quand sa première opération de l'œil avait échoué, quand sa mère avait été hospitalisée pendant 3 mois. C'est moi qui cuisinais, nettoyais, appelais les médecins. J'ai refusé une bourse de maîtrise parce qu'il avait dit « Tu pourras toujours y retourner ». Mais cette opportunité de partenariat est unique dans une vie. Il s'est avéré que la chose, unique dans une vie, était cet appartement et quelqu'un d'autre. Je ne savais pas exactement ce qui se passerait quand ils entreraient, mais j'étais certaine d'une chose, personne ne sortirait de là sans affronter la vérité. Je me suis versé un verre de vin et me suis enfoncé dans le canapé. La douce lumière dorée illuminait les preuves sur la table. L'ascenseur sonna dans le couloir. La représentation allait commencer. Une clé tourna doucement, puis la porte grinça en s'ouvrant. Je ne me suis pas retourné. J'ai calmement tendu la main et allumé la lampe de table à côté de moi. La lumière chaude se répandit dans la pièce comme une douce gifle au silence. Jason se figea sur le seuil, la femme à côté de lui grande, mince, les cheveux négligemment attachés en arrière, les lèvres portant encore du rouge à lèvres gardait sa main glissée dans son bras comme s'il venait de terminer un dîner romantique. J'ai levé les yeux. Le coin de ma bouche se retroussa, pas tout à fait un sourire, pas tout à fait de la douleur. Bonsoir, Jason. Ou devrais-je dire, bienvenue dans ta deuxième maison. La femme retira instantanément sa main comme si elle avait touché une flamme. Jason resta immobile, ses yeux balayant de moi aux dossiers étalés sur la table, puis au verre dans ma main, son visage vidé de toute couleur. « Evelyn, qu'est-ce que tu fais ici ?» Je me suis levé, marchant vers eux, chaque pas résonnant contre le parquet, comme une ponctuation dans une phrase non dite. La vraie question est, pourquoi pensais-tu que je ne trouverais pas cet endroit ?
Jason déglutit difficilement. La femme recula d'un petit pas. Jason, qui est-elle? J'ai incliné la tête, aussi polie qu'une hôtesse de dîner. Je suis Evelyn, l'épouse légale de Jason. Et vous devez être celle qu'il appelle sa nouvelle lumière dans ses messages de 2 heures du matin. Elle écarquilla les yeux. Jason intervint, la voix précipitée. Megan, j'allais te le dire. Tout s'est passé si vite. 6 mois, Jason? Ce n'est pas rapide, les jeux interrompus, brandissant un relevé. Voici le virement de notre compte d'investissement, celui que tu m'as dit de ne jamais toucher parce qu'il était pour notre avenir. Tu m'as suivi? J'ai gloussé doucement, secouant la tête. Pas besoin. Tu as laissé une piste. Même cette société à responsabilité limitée idiote envoie des papiers à notre maison. Qui crois-tu qui s'occupe du courrier? Megan, pâle comme un linge maintenant, murmura d'une voix tremblante, tu as dit que tu étais divorcée? Je me suis tourné vers elle, ma voix pas forte mais assez tranchante pour fendre la tension. Je lui ai préparé le petit déjeuner ce matin. Divorcée? Si c'est vrai, je peux vous poursuivre tous les deux pour fraude et abus de biens matrimoniaux. Jason recula, heurtant le cadre de la porte. Il n'avait jamais vu cette version de moi, pas l'Evelyn qui évite les conflits, pas la femme qui reste silencieuse quand elle est blessée. Evelyn, j'ai tout gâché. Je le sais. Mais ce n'est pas ce que tu penses. Tu es distante depuis le décès de ton père. Je me sentais perdu. J'ai cligné des yeux une fois, puis me suis dirigé vers la table et j'ai ramassé un message texte imprimé d'Icloud. Lui ai dit que je ne m'en souciais plus. Que j'étais émotionnellement absent depuis les funérailles. Que j'étais devenu un étranger. Jason, te souviens-tu que j'ai refusé une bourse de l'UCLA pour rester et prendre soin de ta mère? J'ai vendu ma voiture. J'ai quitté mon emploi pour t'aider à ouvrir ta première clinique. Et maintenant tu me réduis à être froide? Ma voix n'était pas élevée, mais Megan recula encore d'un pas. Elle regarda Jason comme si elle le voyait vraiment pour la première fois. Jason balbutia, je ne voulais pas te faire de mal. Mais tu l'as fait. Et pas seulement une fois. Tu as utilisé notre argent pour acheter un lit à une autre femme, et tu appelles ça une erreur? Je me suis tourné vers Megan, les yeux fixés sur elle. Savais-tu que le canapé sur lequel tu es sur le point de t'asseoir a été payé avec les heures supplémentaires que j'ai faites aux urgences les week-ends? Megan ouvrit la bouche, peut-être pour dire quelque chose, mais s'arrêta. Il était clair qu'elle comprenait, et tout se mettait en place. Je les ai regardés tous les deux et j'ai légèrement hoché la tête. Bien. Maintenant tout le monde sait qui a été trahi, qui a payé pour cela, et qui a dirigé tout ce spectacle. Je suis retourné au canapé, me suis versé un autre verre de vin, complètement calme, comme si je concluais une réunion. Quelqu'un veut un verre? Nous avons beaucoup de choses à discuter, la propriété, la responsabilité légale, et, bien sûr, le nombre d'années de prison si je décide de poursuivre pour fraude financière. La pièce devint silencieuse. Jason ne bougea pas, Megan resta là, pâle comme un drap. Le lendemain matin, je me suis réveillé dans la maison qui nous appartenait à tous les deux. Maintenant, elle n'était plus qu'à moi. Jason n'est jamais revenu, et je ne m'attendais pas à ce qu'il le fasse. J'étais assise à la table de la cuisine, la lumière du soleil matinal inondant les fenêtres, mon téléphone posé devant moi, n'attendant pas un message de Jason, mais de Riley Spencer, ma meilleure amie de l'université et l'une des meilleures avocates spécialisées en divorce de Chicago. Dans les cercles juridiques, on l'appelait la désamorceuse, pour sa capacité à gérer des affaires explosives comme si elle désarmait des explosifs, précise, froide, efficace. Riley envoya un texto d'une seule ligne, retrouvons-nous à 11 heures. Apporte tout. Je n'ai pas eu besoin de poser de questions, j'étais prête pour cela depuis longtemps. J'ai sorti une enveloppe en cuir du tiroir de mon bureau à domicile, une que j'avais préparée plus d'1 an auparavant, lorsque j'avais senti le premier changement dans notre mariage. À l'intérieur se trouvait l'accord postnuptial que j'avais supplié Jason de signer lorsqu'il avait agrandi sa clinique pour la 2e fois. Ce ne sont que des formalités de précaution, avais-je dit à l'époque, avec désinvolture. Jason avait ri, me traitant de paranoïaque en vieillissant, puis avait signé sans lire attentivement. Ce document contenait une clause très spécifique, l'infidélité financière. Si l'une des parties utilisait des biens matrimoniaux communs à des fins personnelles non divulguées, en particulier impliquant une liaison extra-conjugale,
l'autre recevrait 70% du patrimoine conjugal et la pleine propriété de la résidence principale. Il ne s'en souvenait pas, mais je n'avais jamais oublié. Avant de me rendre au bureau de Riley, j'ai revu les documents, le contrat d'achat du condominium sous la société à responsabilité limitée, les virements bancaires de notre compte d'investissement, et un rapport financier complet que j'avais demandé à quelqu'un de mon passé. Ce quelqu'un était Grant Ellis, mon premier petit ami de la faculté de droit. Il travaillait maintenant dans une banque d'investissement et gardait un contact occasionnel. Je lui avais envoyé un message, besoin de vérifier une société à responsabilité limitée liée à mon mari. Peux-tu aider? Il avait répondu en moins de 2 heures, joignant un organigramme qui retraçait plus de 190 000 $ siphonnés de notre compte joint, acheminés par des transferts plus petits vers un compte sous Cedar 41 Holdings, la société écran utilisée pour acheter le condominium. J'avais également ouvert mon propre compte bancaire il y a 1 an, y transférant lentement des portions de mes revenus d'artiste indépendante à chaque projet parallèle que je prenais. Jason ne l'avait jamais remarqué. Il supposait que j'étais toujours dépendante. Il avait tort. J'avais aussi des courriels de la direction de l'immeuble du condominium confirmant Jason comme le signataire initial du bail. Il leur avait dit qu'il était séparé. Je m'étais fait passer pour son assistante au téléphone. C'était plus facile que je ne l'avais imaginé. Et la pièce la plus accablante, des photos d'un détective privé que Riley m'avait recommandé, Jason et Megan entrant dans l'immeuble du condominium, se tenant la main, 3 fois en 2 semaines. Une de ces nuits, Jason m'avait dit qu'il était de garde aux urgences. Quand j'ai déposé la pile de dossiers sur la table en verre du bureau de Riley, elle a haussé un sourcil, sa voix basse et impressionnée. « Tu as rassemblé ça comme un agent du FBI ?» J'ai répondu avec un sourire narquois. Riley a parcouru l'accord post-nuptial, ses yeux s'arrêtant sur la clause d'infidélité financière. Peu de gens osent inclure cela, encore moins le rendre juridiquement contraignant. C'était une décision intelligente. Ce n'était pas la fierté qui me gardait silencieuse, c'était le poids des années passées à croire en la mauvaise personne. Alors, voici ce que nous allons faire, continua Riley, tournant son ordinateur portable vers moi. Nous allons envoyer une requête en divorce, demander un gel des avoirs sur tout ce qui est au nom de Jason, en particulier le condominium lié à la société à responsabilité limitée. Je dépose également une demande d'audit des finances de sa clinique au cas où il y aurait d'autres transactions cachées. J'ai hoché la tête. Riley ajouta, et nous ne mentionnerons pas l'accord post-nuptial avant que son avocat ne se présente. L'effet de surprise est primordial. J'ai regardé par la paroi de verre, la ville s'étendant en dessous de moi. La maison dans laquelle je pensais autrefois vieillir avec lui n'était plus qu'un autre actif attendant d'être divisé. Je ne ressentais plus de chagrin, seulement de la stratégie et de la justice. 3 jours après ma rencontre avec Riley, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu alors que j'organisais des documents dans les archives du musée. J'ai failli refuser l'appel, jusqu'à ce que quelque chose d'instinctif me pousse à répondre. « Evelyn ? » ?»« C'est moi, Megan. » J'ai serré le téléphone et suis restée silencieuse quelques secondes, non par colère, juste ne sachant pas ce que cette voix apporterait. Je n'appelle pas pour m'excuser. Je pense en avoir assez dit cette nuit-là. Mais je viens de trouver quelque chose, et je ne peux pas le garder pour moi. J'ai attendu tranquillement. Sa voix tremblait. Je suis enceinte de l'enfant de Jason. J'ai cru avoir mal entendu. De combien de temps? 10 semaines. Je l'ai découvert après cette nuit-là, la nuit où je t'ai vu dans l'appartement. Je n'allais pas le lui dire, mais hier, il est venu chez moi. Jason m'a dit que tu perdais la tête, que tu essayais de détruire sa carrière. Il m'a supplié de témoigner que notre relation n'avait commencé qu'après son divorce. Je me suis affaissé sur une chaise, ma main se crispant en un point. Qu'est-ce qu'il t'a dit sur moi? Megan hésita. Que tu étais une ex-femme amère, contrôlante, déraisonnable, ne voulant pas d'enfant. Que tu lui donnais l'impression de ne plus être lui-même. Ma gorge se serra. Pendant 3 ans, j'avais essayé de convaincre Jason de faire des tests de fertilité. Il trouvait toujours une excuse, trop occupé, finances instables, ou qu'il ne voulait pas forcer le destin. Il s'est avéré que le destin n'était pas le problème. Megan continua, sa voix plus assurée, je ne veux plus rien avoir à faire avec lui, mais je pense qu'il devrait savoir autre chose. J'ai vérifié son téléphone, courriel, application, tout. Evelyn, je n'étais pas la seule. Silence. J'ai trouvé des messages avec au moins 4 autres femmes.
Une nommée Brianna, il l'a rencontrée lors d'une conférence médicale au Texas. Une autre était une entraîneuse personnelle. Puis il y a Daniel, qui travaille dans l'industrie pharmaceutique. Il se voit depuis plus de 2 ans, d'après ce que je peux dire. J'ai imprimé les messages, les captures d'écran, l'historique des courriels, et j'ai signalé quelques transferts financiers suspects de son compte. Si tu les veux, je peux tout envoyer. Je les veux, ai-je dit fermement, comme si je scellais un coffre-fort. Encore une chose. Hier, quand il m'a appelé, il a dit qu'il pourrait conclure rapidement le divorce en déclarant faillite. Mais je travaille dans la finance. Je sais lire les chiffres. Sa clinique ne perd pas d'argent. J'ai vu les livres, ils font des bénéfices. Jason cache des revenus. Je me suis penché en arrière et j'ai expiré lentement. Envoie-moi tout. Ou, mieux encore, rencontrons-nous en personne. Nous avons convenu de nous retrouver dans un petit café au bord de la rivière, loin de quiconque pourrait nous reconnaître. Megan est arrivée, habillée simplement, le visage démaquillé. L'image soignée avait disparu. Elle a fait glisser une enveloppe épaisse sur la table. Je n'ai pas besoin qu'il me soutienne, mais cet enfant en a besoin, et je me battrai pour ce qui est juste pour mon bébé. Je ne ferai pas partie des mensonges de Jason. Je pense que tu comprends cela mieux que quiconque. J'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient des preuves indéniables, des discussions avec plusieurs femmes, des captures d'écran de messages, des arrangements de rencontres secrètes, et un rapport de transfert détaillé montrant de l'argent détourné de sa clinique vers un compte secondaire caché. J'ai levé les yeux. Megan ne pleurait pas, sa main était fermement appuyée sur son ventre. Je vais demander une pension alimentaire pour enfants, et si tu as besoin que je témoigne au tribunal, je le ferai. Je l'ai regardé, non pas avec les yeux de quelqu'un trahi par le même homme, mais avec la reconnaissance de quelqu'un qui comprenait que nous étions toutes les deux des victimes de la même guerre. Merci. Ceci change tout. Cette nuit-là, j'étais assise en face de Riley dans son bureau, la chaude lumière des lampes projetant des ombres vives sur les papiers étalés devant nous. L'expression de Riley se durcit de résolution. Bien, dit-elle. Ce n'est plus seulement un divorce compliqué, c'est un tissu de tromperie calculé, et nous allons le démanteler pièce par pièce. Je n'ai rien dit, fixant simplement le nom de Jason qui se répétait page après page. Il avait construit une cage de mensonges, et maintenant, c'est moi qui allais la déverrouiller. Le lendemain matin, Riley arriva dans un tailleur gris anthracite, les cheveux soigneusement attachés en arrière, les yeux vifs comme un scalpel. Elle laissa tomber un dossier de 3 pouces d'épaisseur sur la table et parla aussi calmement que si elle lisait un menu de restaurant. Nous poursuivons Jason Warren pour 3 chefs d'accusation majeurs, infidélité en série, fraude financière, et fausse déclaration intentionnelle des biens matrimoniaux lors des procédures de partage. J'étais assise en face d'elle, les yeux rivés sur le dossier. Les preuves que Megan, Grant et moi avions rassemblées, chaque virement suspect, chaque photo, chaque message était maintenant entre les mains de Riley. Il pensait pouvoir cacher les revenus de la clinique en les filtrant à travers une société à responsabilité limitée écran et sur un compte d'investissement privé, dit-elle, les yeux toujours sur son ordinateur portable. Mais le rapport bancaire confirme que les fonds sont allés directement de l'entité commerciale à son compte personnel. Nous avons des empreintes digitales, nous avons des eurodatages, nous avons l'intention. Et le tribunal peut geler tous les actifs. Le peut-il, ai-je demandé, gardant ma voix stable. Non seulement un peu, c'est presque garanti avec cette pile de preuves. Je vais demander une communication complète des pièces d'ici 2 semaines. Cela inclut la maison, les voitures, les investissements, la clinique, les comptes de retraite. Nous ne laisserons pas un seul centime derrière nous. Mon souffle se coupa légèrement au mot « clinique ». C'était autrefois un rêve que nous avions construit ensemble, maintenant, c'était le champ de bataille. Mais le sentimentalisme n'était plus suffisant pour me retenir, plus maintenant. La requête au tribunal fut déposée cet après-midi-là. 2 jours plus tard, une décision d'urgence fut rendue, gel de tous les actifs au nom de Jason, personnel et professionnel, y compris le condominium de Tribeca et tout compte lié à Cedar 41 Holdings. Ce samedi matin-là, j'arrangeais des fleurs dans le salon quand la sonnette retentit. J'ai ouvert la porte. Jason se tenait là, pas la version posée dont je me souvenais, sa chemise était froissée, les yeux cernés. Il tenait une petite boîte en bois, le souvenir que j'avais fabriqué pour notre 15e anniversaire. « Evelyn, nous devons parler. » Je me suis appuyé contre le cadre de la porte, les bras croisés,
l'expression impassible. Il est trop tard, Jason. Je ne suis pas ici pour causer des problèmes. Je veux juste parler de tout. Nous avons eu de bonnes années. Tu te souviens de ce voyage d'hiver dans le Vermont, où tu as dit, c'est ici que je veux prendre ma retraite? J'avais l'intention d'acheter ce terrain. Je le jure. Je l'ai interrompu, ma voix ni froide ni chaude. Tu n'es pas ici pour t'excuser. Tu es ici pour jouer sur mes souvenirs. Mais, Jason, tu as déjà tout réduit en cendres. Il s'est approché. Tu as changé. Tu es froide, dure. Ce n'est pas l'Evelyn que j'aimais. Je l'ai regardée dans les yeux. Tu as raison. Je ne suis plus cette femme. Mais n'oublie pas, je ne suis pas devenue cette personne toute seule. C'est toi qui l'as créée. Jason ne dit rien, sa prise se resserra autour de la boîte en bois, les jointures blanches. Juste à ce moment-là, un SUV noir s'arrêta devant la maison. Un expert nommé par le tribunal en sortit avec une mallette de matériel photographique. Une autre femme suivit avec une tablette, scrutant l'espace, les œuvres d'art murales, les meubles, les objets artisanaux, même le piano que Jason m'avait un jour supplié d'acheter. Monsieur Jason Warren? Nous sommes du Bureau fédéral d'expertise. Conformément à l'ordonnance du tribunal, nous allons photographier la propriété pour évaluation des actifs. Jason se figea. Je m'écartai tranquillement et ouvris plus grand la porte. Allez-y. Il y a beaucoup de choses qui valent la peine d'être documentées dans cette maison. Jason recula jusqu'au trottoir, incapable d'entrer. Ses yeux parcoururent la maison comme si elle lui était inconnue, et maintenant, plus que jamais, il n'avait pas sa place ici. Je n'ai pas élevé la voix, je n'en avais pas besoin. Je suis simplement resté là calmement, assistant au démantèlement de tout ce qu'il avait autrefois caché, manipulé, cru contrôler et maintenant dépouillé, couche après couche, par la loi, par les preuves, et par un silence plus tranchant que n'importe quel mot. Alors que les experts commençaient à photographier le bureau, Jason se tourna et s'éloigna, se retirant vers sa voiture. Je ne l'ai pas arrêté, je n'ai même pas regardé en arrière. J'ai fermé la porte derrière moi ou sur lui, sur le passé. L'histoire n'était pas terminée, mais à partir de maintenant, les mots étaient les miens. 3 mois après la première audience, tout s'est conclu plus vite que je ne l'avais prévu. Jason n'avait pas le choix, avec les preuves accablantes de ma part, de Megan, de la banque, et de l'équipe d'audit indépendante que Riley avait fait intervenir, le tribunal a statué entièrement en ma faveur. On m'a accordé 75% de nos actifs communs, la pleine propriété de la maison où nous avions vécu, et une prestation compensatoire mensuelle pendant 3 ans assez pour reconstruire ma vie sans dépendre de personne. Jason a gardé la clinique sous son nom, mais ce ne fut pas sans heurts. L'enquête financière indépendante initiée par Riley s'est étendue lorsque des signes d'évasion fiscale et de retrait d'espèces non déclarés au cours des 2 dernières années ont émergé, les auditeurs fédéraux étaient maintenant impliqués. Le condominium de Tribeca fut vendu conformément à l'accord de divorce. Les profits furent partagés équitablement. Je n'avais pas besoin d'un centime de cet endroit construit sur des mensonges, mais je n'ai pas non plus rejeté ma part. C'était ce qui m'était dû non pas pour l'argent, mais pour la justice. Jason n'a jamais refait surface après le jugement final. Son avocat a envoyé une lettre demandant de régler les choses discrètement. J'ai laissé le silence parler de lui-même, j'avais trop à faire. En avril, j'ai accepté une offre formelle pour rejoindre le musée d'art contemporain de Chicago en tant que conservatrice de peinture, un poste que j'avais abandonné 7 ans auparavant parce que Jason disait que l'art ne paie pas les factures. Maintenant, chaque matin, j'entrais dans le laboratoire de restauration avec des loupes et des gants blancs, reconstituant soigneusement les fragments non seulement des toiles endommagées, mais aussi de ma propre vie. Un jeudi après-midi tranquille, alors que j'ajustais l'éclairage sur une peinture à l'huile du 19e siècle, Connor, celui qui m'avait aidé à tracer les fonds cachés de Jason, apparut à travers la porte vitrée. Il se tenait là avec un petit sac en papier, souriant un peu maladroitement, comme s'il n'était pas sûr de devoir entrer. Je lui ai fait signe d'attendre et je suis sorti, enlevant mes gants. J'avais une réunion à l'étage. J'ai pensé que peut-être tu ne détesterais pas me voir, dit-il, ce ton chaleureux familier toujours inchangé. J'ai esquissé un léger sourire. Je ne le déteste pas, mais je ne suis pas sûr d'être prête pour quoi que ce soit non plus. Il a compris. Il n'a pas insisté. Un sac Hermès Birkin, avec la légende, c'est pour toi. Sans pression. Juste un petit cadeau. J'ai ouvert le sac. À l'intérieur se trouvait une petite sphère de verre,
transparente, avec un délicat nénuphar bleu clair s'épanouissant à l'intérieur d'une beauté discrète. Je l'ai regardé, attendant une explication. Tu as dit un jour, les nénuphars poussent dans la boue mais tendent toujours vers la lumière. J'ai pensé que cela me rappelait toi. Tu n'avais besoin de personne pour te soulever, tu as fleuri à ta manière. J'ai choisi le silence, et dans cette immobilité, quelque chose de longtemps dormant a commencé à s'adoucir en moi. Connor s'est éloigné après cela, pas de relance, pas d'attente, juste un petit mot plié glissé à côté de la sphère, si un jour tu veux prendre un café, sans hâte, sans pression. À voir. Ce soir-là, j'ai placé la sphère au nénuphar sur le rebord de la fenêtre de mon nouvel appartement. Les lumières du bâtiment d'en face projetaient une lueur à travers elle, faisant scintiller doucement les minuscules pétales. Je me suis versé un verre de vin blanc, me suis assise à la vieille table en chêne que j'avais apportée de l'ancienne maison, et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai continué à lire un brouillon de recherche sur la restauration de peintures du XVIIIe siècle. Personne ne m'interrompait, pas d'appels téléphoniques incessants, plus de questions comme « Qu'est-ce que tu fais ?», accompagnées de regards jugeurs, juste moi et mes propres choix. Megan avait donné naissance à une fille plus tôt dans le mois, selon un court message qu'elle avait envoyé, une photo lointaine, le bébé enveloppé dans une couverture crème, les yeux fermés, comme s'il écoutait quelque chose dans un rêve. Je n'ai pas demandé plus, ni proposé de la rencontrer, mais j'étais heureuse qu'elle ait choisi d'avancer à sa manière, et je comprenais ce sentiment. Jason n'a plus jamais cherché à me contacter. Selon Riley, son bureau subissait des audits périodiques de l'Internal Revenue Service, une partie de ses actifs avait été temporairement gelée. Fin juin, j'ai accepté une invitation à prendre la parole à la conférence nationale sur la restauration d'art à Seattle, quelque chose que j'avais toujours refusé par le passé parce que la famille avait besoin de moi à la maison. Maintenant, il n'y avait plus de contraintes. Je suis monté sur scène avec mes cheveux attachés bas, portant un tailleur en lin crème, prête à donner une conférence intitulée « Quand l'art se restaure lui-même ». L'auditorium s'est tu alors que je parlais du processus de restauration d'une peinture à l'huile partiellement brûlée dans un incendie. J'ai parlé de la façon dont il faut du temps, de la lumière et de la patience pour ramener les couleurs écaillées près de leur forme originale. Puis j'ai marqué une pause un instant et j'ai conclu par une phrase qui m'a même fait serrer la prise sous le podium, « Parfois, ce n'est pas la peinture qui a besoin d'être restaurée, c'est la personne qui tient le pinceau. » Après la conférence, j'ai reçu quelques demandes professionnelles, dont une d'un musée de New York, mais je ne me suis pas précipité pour répondre. Je n'étais plus quelqu'un qui réagissait impulsivement, je choisissais maintenant mes pas avec intention. Cet après-midi-là, quand je suis retourné à mon appartement au bord du lac Michigan, j'ai trouvé une lettre glissée sous la porte, pas d'enveloppe, pas de nom d'expéditeur, juste une feuille de papier blanc, une écriture penchée que je connaissais trop bien. Je n'attends pas de pardon, mais j'espère que tu vis en accord avec toi-même. Jane. J'ai plié le papier et l'ai placé dans le tiroir du bas de mon bureau, non pas parce que j'avais besoin de le garder, mais parce que je ne ressentais plus le besoin de le déchirer. Une semaine plus tard, Connor et moi sommes allés à une exposition d'un jeune artiste français à l'Institut. Ce n'était pas un rendez-vous, juste deux amis qui aimaient l'art. Après avoir quitté la galerie, il m'a demandé si je voulais dîner. J'ai hésité quelques secondes, puis j'ai dit oui. Le dîner fut calme, pas de pression, pas de questions indiscrètes comme « Quelle est la prochaine étape pour toi ?» ou « Es-tu prête à rouvrir ton cœur ?» Juste deux personnes assises en face d'une table éclairée aux chandelles, partageant des histoires sur le travail, les nouveaux projets, et les morceaux inachevés de la vie. Quand nous nous sommes dit au revoir à ma porte, Connor n'a rien demandé. Il a simplement dit « Quoi qu'il arrive, j'ai toujours pensé que tu es la femme la plus forte que j'ai jamais rencontrée. » J'ai souri. Cette nuit-là, j'ai préparé une théière de jasmin et me suis assise près de la fenêtre, regardant les lumières lointaines de la ville scintiller sur le lac. L'appartement ne semblait plus vide comme au début. Il ressemblait maintenant à l'endroit que j'avais choisi, pas à l'endroit où je m'étais réfugié après la douleur. Sur une petite étagère en bois près de la fenêtre, la sphère au nénuphar reposait toujours tranquillement, captant la lumière et projetant des couleurs douces sur le mur. J'ai repensé à qui j'étais il y a un an, recroquevillé sur le canapé, ravalant le sentiment d'être remplacé, trahi, effacé d'une vie que j'avais aidé à construire. Je n'étais plus l'épouse trahie, j'étais une artiste restauratrice, une femme qui s'était reconstruite, quelqu'un qui n'avait pas besoin d'un scénario écrit par d'autres parce que je tenais la plume maintenant. J'avais autrefois juré de me battre pour mon mariage jusqu'au bout, mais certains vœux, une fois brisés, ne valent plus la peine d'être tenus, et certaines promesses, faites lorsque nous avons appris à nous relever, sont celles qui comptent vraiment. J'ai murmuré,
un vœu destiné uniquement à moi-même. Les vœux les plus sacrés ne sont pas envers les autres, ce sont les promesses que nous nous faisons à nous-mêmes. J'ai pris une gorgée de thé, la chaleur se répandant dans ma poitrine. Dehors, la ville bourdonnait encore, le lac reflétait toujours le ciel changeant, et à l'intérieur, je me sentais enfin légère ne luttant plus seulement pour exister. L'histoire d'Evelyne n'est pas seulement un voyage hors d'un mariage brisé, c'est un puissant rappel que la trahison ne définit pas la valeur d'une femme. Dans la vraie vie, beaucoup portent des blessures qui semblent trop profondes pour guérir, mais comme Evelyne, elles peuvent se reconstruire avec courage, sagesse et résolution. Personne ne mérite d'être abandonné dans sa propre vie, et parfois les meilleurs engagements ne viennent pas de vœux partagés, mais des promesses silencieuses que nous nous tenons à nous-mêmes, vivre pleinement et vivre vrai. Que pensez-vous du parcours d'Evelyne et des choix qu'elle a faits? Partagez vos réflexions dans les commentaires, et n'oubliez pas de suivre la chaîne pour plus d'histoires puissantes et inspirantes sur la famille.